Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. À Chicago, une riche héritière disparaît sans laisser de traces. La police ne comprend pas qu'une personne de son rang se volatilise de cette façon. 12 ans plus tard, un procureur tenace reprend l'affaire. J'ai mis au point une méthode que j'appelle comprendre l'arnaque, démasquer le tueur. Il découvre un vendeur de chevaux suspect qui a délesté des veuves de quelques millions. Une femme venait voir à cheval, je l'invitais à dîner et la vente se faisait toute seule. C'était juste du business. Richard Bailey est l'un des plus grands escrocs américains. L'escroc a-t-il tué la reine de la confiserie? Vous le saurez en regardant Crime en haute société. En février 1977, Ellen Brack, l'une des plus grosses fortunes de Chicago, sort de la clinique Mayo et entre dans l'histoire criminelle américaine. Cette femme excentrique de 65 ans est attendue en Floride une semaine plus tard. Mais elle n'arrivera jamais à destination. Malgré une enquête de plusieurs années, la police ne parvient pas à découvrir ce qu'Ellen Brack est devenue. C'est incroyable, mais encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé, ni où se trouve le corps. Ellen Brack laisse derrière elle une somptueuse propriété, 5 voitures de luxe, dont une couleur lavande, une douzaine de chiens et une bonne raison de la supprimer. Une fortune de 30 millions de dollars. La police a interrogé son entourage proche. Son frère, son employé de maison et l'homme que beaucoup pensaient être son amant, Richard Bailey. Les enquêteurs ont des suspects, mais ni corps ni arme du crime. L'absence de preuves n'empêche pourtant pas les spéculations. À l'époque, Chicago est en émoi. C'est un mystère, et les gens aiment ça. C'était probablement l'affaire non résolue la plus célèbre de Chicago. La disparition d'Ellen Brack a hanté les enquêteurs pendant des années. Dans cette affaire sont mêlés une riche veuve, un séducteur trouble, des mafieux et des propriétaires de chevaux millionnaires. Quand la vérité a commencé à émerger, les secrets de la haute société de Chicago ont été révélés au grand jour. Ellen Voorhees Brack est une fille d'ouvrier née en 1911 à Unionport, dans l'Ohio. Son père est conducteur de tramway et sa mère femme au foyer. Belle jeune fille, Ellen attire les hommes, mais pas le bonheur. Elle divorce pour la première fois à seulement 21 ans et ses relations suivantes ne durent jamais très longtemps. Pendant 17 ans, elle vit de petits boulots dans l'Ohio et n'a pas de perspective d'avenir. En 1950, elle part en Floride en espérant y trouver une vie meilleure. Ses souhaits sont exaucés presque immédiatement. Elle a rencontré Frank Brack alors qu'elle travaillait à l'Indian Creek Country Club en Floride. Frank Brack possède la plus grande entreprise de bonbons des États-Unis. Un empire de plusieurs millions de dollars basé à Chicago. Il a 60 ans et il est marié. Mais un an plus tard, il prend une nouvelle épouse. Elle a 39 ans et se prénomme Ellen. Elle est passée d'un salaire de vendeuse de cigarettes à des ressources quasiment illimitées. Ils étaient heureux ensemble. Ellen emménage dans le manoir de Frank, situé à Glenview, une banlieue chic de Chicago, où elle mène grand train. Frank avait des chevaux de course. Il lui a fait découvrir le milieu hippique. Il dînait avec d'autres propriétaires de chevaux dans les tribunes des hippodromes de Floride et de l'Illinois. Ça leur plaisait.
Helen et Frank multiplient les allers-retours entre leur propriété de Chicago et leur grand appartement en Floride. Ils la couvrent de cadeaux, des antiquités, des bijoux et des voitures de luxe, qu'elle préfère roses et blanches comme les bonbons de son mari. En 1966, Frank Brack vend son entreprise et double sa fortune. Il a alors 76 ans. Il est cloué dans un fauteuil roulant et certains le croient sénile. Helen et lui ne quittent presque plus Glenview. En 1970, Frank Brack meurt et laisse un héritage d'environ 30 millions de dollars à sa femme. La fille pauvre de l'Ohio épouse un riche homme d'affaires et hérite de sa fortune chiffrée à 30 millions de dollars. Elle ne s'est jamais sentie à l'aise parmi l'élite de Chicago. Maintenant qu'elle est seule, elle se renferme et devient de plus en plus excentrique. Elle s'entoure de dizaines de chiens. Les animaux deviennent son obsession. Elle n'aimait pas la vie mondaine. Elle était plutôt réservée. Et les animaux ont pris une grande place dans sa vie. La personne la plus proche d'elle est son employé, Jack Matlick. Il s'occupe de la maison et lui sert de chauffeur. Elle l'appelle son homme à tout faire. À l'automne 1973, un autre homme entre dans sa vie, Richard Bailey. Un vendeur de chevaux charmant et apparemment riche. J'ai connu Helen par l'intermédiaire d'une femme rencontrée à la station-service. Je lavais ma voiture et j'ai remarqué cette femme avec une grosse berline toute neuve. On a discuté et elle m'a dit qu'elle avait une amie à me présenter. Cette amie s'appelle Helen Brack. Quand il a su que c'était l'héritière des bonbons Brack, ça l'a immédiatement intéressé. Richard aimait la grande vie. Helen était donc la femme rêvée pour lui. Ils se voient pour la première fois dans un restaurant. Richard Bailey a 20 ans de moins qu'Helen Brack, mais elle se sent bien avec lui. On venait du même milieu. Nos deux familles étaient très pauvres. On avait de nombreux points communs. Richard Bailey plaît beaucoup aux femmes. L'homme est né et a grandi dans une ferme de l'Illinois. Il a arrêté l'école en 3e. Il a exercé différents métiers comme professeur de danse ou moniteur d'auto-école. Mais sa spécialité reste de séduire des femmes mûres et fortunées. Je l'ai toujours appelé le beau parleur. Il n'était pas très brillant, mais c'était un redoutable séducteur. Et tout le monde le savait. À toutes, il disait « Vous avez beaucoup de classe ». Une fois, je lui ai demandé ce qu'il trouvait à ces femmes plus âgées. Il m'a répondu que toutes les femmes avaient quelque chose de charmant en elles. Alors il se concentrait sur l'attrait de chacune et pensait à l'argent. À l'époque où il rencontre Helen, Richard est vendeur de chevaux à Chicago. Il use de son charme pour conclure les transactions. Bailey se montrait galant et serviable. Et lorsqu'une riche célibataire commençait à lui faire confiance, il lui vendait un cheval. Inévitablement, la femme finissait par comprendre que la bête ne valait rien et que Bailey l'avait trompée. Une femme venait voir un cheval, je l'invitais à déjeuner ou à dîner, et la vente se faisait toute seule. C'était juste du business. Helen semble apprécier la compagnie de Bailey. Ils sont tous les deux issus de familles modestes et avec lui, elle peut être naturelle tout en profitant de la vie. Je venais la chercher chez elle, je l'amenais à mon appartement de Lake Point Tower et je lui préparais des côtelettes d'agneau, son plat préféré. J'avais une vue panoramique sur Chicago et elle adorait ça. Helen Brack est généreuse avec Bailey. Elle lui fait de nombreux cadeaux et l'emmène en vacances. Lors de l'un de leurs voyages en Floride, Helen lui dit qu'elle envisage d'acheter des chevaux. Elle aimait les animaux et adorait les chevaux. C'était un moyen de s'occuper après la mort de son mari. En un an, Helen Brack achète 3 chevaux à Bailey, pour un total de 95 000 $.
Les bêtes en ont seulement coûté 18 000 à Bailey. Les chevaux ne gagnent aucune course, mais Helen semble peu s'en soucier. C'était sûrement sa manière d'aider financièrement Richard. Et ça lui offrait la possibilité de passer un peu de temps avec lui. À aucun moment, elle ne se considère comme une victime. En 1976, elle se rend à New York pour fêter la nouvelle année. Et elle ne s'imagine pas passer le réveillon sans Richard Bailey. Elle m'a dit « Viens, s'il te plaît. Tu me manques. Je veux être avec toi plus qu'avec n'importe qui. » C'est elle qui a tout payé. Helen invite Richard au Waldorf Astoria. Ils y dansent toute la nuit au son de Guy Lombardo. La veuve semble avoir trouvé un remède à sa solitude. Elle prévoit de passer l'hiver 1977 dans sa résidence en Floride. Mais auparavant, elle se présente à la clinique Mayo pour des examens de routine. 5 jours plus tard, elle en ressort avec un très bon bilan de santé. À sa sortie de la clinique, elle s'arrête dans une boutique de cadeaux pour acheter du savon et des poudriers assortis. Elle dit à la vendeuse de se dépêcher car son chauffeur l'attend. Une fois la transaction terminée, elle enfile son manteau de fourrure et se dirige vers la sortie. On ne reverra plus jamais Helen Brack. Pourquoi l'a-t-on tuée? Pour son argent? Par amour? Ou peut-être parce qu'elle en savait trop? Une chose est sûre, une des femmes les plus riches de Chicago s'est volatilisée. Lorsque l'héritière des confiseries Brack disparaît en 1977, la police n'a aucun indice à exploiter. Les enquêteurs interrogent alors les personnes les plus proches d'elle, comme son employé et chauffeur, Jack Matlick. Helen Brack l'appelait son homme à tout faire. Et il faisait effectivement beaucoup de choses dans la maison. Il gardait même une mèche de cheveux d'Hélène dans une petite boîte près de son lit. En le questionnant, la police a commencé à flairer une piste. Personne n'a vu Helen après sa sortie de la clinique Mayo. Personne, sauf Matlick. Il affirme qu'elle est revenue à Chicago par avion et qu'il l'a récupérée à l'aéroport. Mais les enquêteurs ont du mal à y croire. Aucun passager n'a vu Helen Brack dans cet avion et personne ne l'a vu revenir du Minnesota. Et Matlick ne s'arrête pas là. Il affirme avoir ramené Helen Brack à l'aéroport quelques jours plus tard et qu'elle s'est envolée pour la Floride. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune réservation à son nom. De plus, d'autres éléments découverts dans la maison les font douter de la version de Matlick. Ils ont trouvé une valise de vêtements pour la Floride avec toutes les étiquettes. L'employé de maison a repeint et retapissé le salon, lavé la voiture et a affirmé qu'il avait emmené sa patronne à l'aéroport au milieu de l'hiver, sans billet ni manteau. Il a commencé à falsifier sa signature sur des chèques peu après sa disparition, comme s'il savait qu'elle ne reviendrait pas pour lui demander des comptes. Matlick a encaissé pour un total de 13 000 $ de chèques falsifiés. Il a récupéré des bijoux et de l'argent liquide dans le coffre d'Helen Brack à la banque et a détruit ses journaux intimes et d'autres papiers avec l'aide de son frère, Charles Voorhees. Les deux hommes affirment qu'elle ne voulait pas que ses secrets soient révélés et qu'elle leur a laissé un mot pour leur demander de brûler ses papiers. Une note qu'ils n'ont pas conservée. Elle leur aurait dit de tout brûler si elle disparaissait. Mais comment savait-il qu'il lui était arrivé quelque chose? Matlick s'est comporté comme s'il était persuadé qu'elle ne reviendrait pas. Mais pour être aussi sûr de lui, il devait être impliqué dans sa disparition. Il y a un autre suspect dans cette affaire. Richard Bailey, le séducteur qu'Hélène fréquentait. Bailey prétend qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé.
Il déclare qu'il l'attendait en Floride et qu'elle n'est jamais venue. Je me suis dit qu'elle devait être avec un autre homme. Je n'ai pas arrêté de l'appeler depuis la Floride. Je n'arrivais pas à croire que ça se termine aussi vite. La police a vérifié ces déclarations et elles semblent en partie vraies. Les relevés téléphoniques montrent bien que Bailey a appelé la clinique Mayo depuis la Floride. Malgré l'alibi douteux de Bailey et le comportement suspect de Matlick, l'enquête n'ira pas plus loin. Les deux hommes qui partageaient la vie d'Ellen Brack, Richard Bailey et Jack Matlick, dépendaient financièrement d'elle, et l'un d'eux l'a peut-être tuée. Mais sans corps, ni arme du crime, la police ne peut arrêter personne. Si vous n'avez pas de corps, vous avez un problème. Vous ne savez pas si elle a été frappée à la tête lors d'une dispute ou si ça a été prémédité. Est-ce qu'on a découpé son cadavre? Est-elle enterrée quelque part? Ellen Brack est introuvable. L'enquête piétine pendant 2 ans. Et un jour, un message à la peinture rouge apparaît sur le bitume près de la propriété des Brack. Il dit « Richard Bailey sait où se trouve le corps de Madame Brack. Arrêtez-le, s'il vous plaît. » Il y a eu beaucoup de rumeurs. Certains disaient que c'étaient des employés du haras, jaloux de la réussite de Richard et qui avaient une dent contre lui. Ça vient d'un des employés du haras. Ils me détestaient tous parce que j'étais mon propre patron. 2 ans après la disparition d'Ellen Brack, la police veut de nouveau entendre Richard Bailey. La police de Glenview est venue pour me poser des questions, mais mon avocate m'a dit de ne pas répondre. L'affaire est au point mort. Sans cadavre, sans mobile, ni arme du crime, la police ne peut pas prouver qu'un meurtre a bien eu lieu, ni accuser Bailey. En février 1984, 7 ans après sa disparition, Ellen Brack est officiellement déclarée morte par l'État de l'Illinois. Selon ses dernières volontés, la plus grosse partie de sa fortune, environ 30 millions de dollars, revient à des associations de défense des animaux. Le frère d'Ellen, Charles Voorhees, hérite de 500 000 dollars. Jack Matlick reçoit 50 000 dollars. Pendant les 10 années suivantes, l'enquête fait du surplace et la légende de l'héritière disparue grandit. Elle a suscité beaucoup plus d'intérêt morte que vivante. Tous les habitants de Chicago qui lisent les journaux, écoutent la radio ou regardent la télé connaissent le mystère Ellen Brack. C'était l'affaire non résolue, la plus célèbre de l'histoire de la ville. Et en 1989, l'affaire va de nouveau faire les gros titres. Le procureur adjoint Steve Miller vient de remporter un important procès dans une affaire d'escroquerie et de meurtre. Il entend parler d'une certaine Barbara Morris, qui poursuit en justice un vendeur de chevaux qui lui aurait soutiré 50 000 dollars. Il n'avait pas de casier judiciaire et il n'avait jamais été arrêté. Mais on disait de lui qu'il n'en était pas à son coup d'essai et qu'il avait fréquenté Ellen Brack. Miller est originaire de Chicago et il était étudiant en droit lorsqu'Ellen Brack a disparu. Cette affaire l'a toujours fasciné. Quand j'ai compris qu'on avait les éléments pour rouvrir le dossier Brack, j'ai foncé. Steve Miller n'est pas un débutant. Il sait que escroquerie et meurtre sont de bons compagnons. Alors il a suivi la piste de l'argent. Elle l'a mené à un homme dont le nom est associé à de nombreuses plaintes, Richard Bailey. Aucun enquêteur n'a jamais réuni suffisamment de preuves pour accuser quelqu'un du meurtre d'Ellen Brack. Mais Miller espère y parvenir. Qui n'aimerait pas résoudre cette affaire? C'est une garantie de renommée. Miller fouille le passé de Bailey et découvre une série de procès engagés contre lui par des femmes fortunées.
Elles l'accusent toutes de leur avoir vendu des chevaux sans valeur à des prix exorbitants. Il faisait passer ses chevaux pour des cracks qui allaient rapporter gros, alors qu'en réalité, la plupart étaient en mauvaise santé. Il mentait à ses clientes. Un nombre plutôt impressionnant de ces femmes accusaient Bailey et un groupe de complices de les avoir abusés. Plus Miller creuse, et plus il est convaincu que Bailey est bien davantage qu'un simple vendeur de chevaux malhonnête. 12 ans après la disparition d'Ellen Brack, le jeune procureur Steve Miller rassemble des informations sur l'ancien amant de l'héritière, Richard Bailey. Il sait d'expérience que l'escroquerie mène parfois au meurtre. Je déterre des cas de meurtre non résolus et je les réétudie, non pas en tant qu'homicide, mais en me focalisant sur l'aspect financier du crime. J'ai mis au point une méthode que j'appelle « comprendre l'arnaque, démasquer le tueur ». Et il pense avoir du nouveau dans le dossier Brack. Steve Miller est intelligent et ambitieux. Il cherche une affaire qui le fera connaître, et il la trouvera. Ce sera la mort d'Ellen Brack. Rien ne manque dans cette histoire. Personnage important, mafia, argent et meurtre. Miller découvre que le manège de Bailey dure depuis de nombreuses années. Il comprend qu'il a affaire à un escroc de talent. Richard Bailey a fait ses premières victimes à Saint-Louis, où il tenait une auto-école. Il soutirait de l'argent aux femmes par tous les moyens. Soit en montant des arnaques, soit en les amenant à multiplier les heures de conduite. Et lorsqu'elles n'avaient plus d'argent, il les laissait tomber, qu'elles aient passé l'examen ou non. Quand les autorités de Saint-Louis rattrapent Bailey, il s'enfuit et déménage à Chicago, où il se lance dans le commerce des chevaux. Il se dit que les chevaux sont parfaits pour extorquer de l'argent, parce que les gens qui s'y intéressent sont très riches. C'était l'endroit idéal pour lui. Ce qu'il vendait n'avait pas de prix défini et il traitait avec des femmes plus aisées que la moyenne. C'est là qu'il a rencontré la famille Jane. Il y a des gens riches dans le milieu du cheval. Les Jane dirigeaient toujours les concours hippiques, parce que tout le monde les craignait. Il s'est fait avoir en achetant un cheval aux Jane. C'est comme ça qu'il a décidé de se lancer dans ce business. Les Jane sont des criminels endurcis spécialisés dans le commerce des chevaux. La police de Chicago les a surnommés la mafia hippique. Ce n'étaient pas de simples escrocs. C'étaient des brutes capables d'aller jusqu'au meurtre pour obtenir ce qu'ils voulaient. Bailey était leur rabatteur. Il leur ramenait les clientes et eux s'occupaient de la vente. Il a trouvé un groupe de personnes avec le même état d'esprit que lui. Ce qui les intéressait, c'était comment se faire de l'argent et comment en soutirer aux femmes. Bailey trouvait ses proies dans les petites annonces des journaux. Sa propre annonce était très précise. Il disait qu'il possédait une voiture de luxe rouge, sa propre entreprise, qu'il aimait les bons restaurants et qu'il était du signe du lion, ce qui était vrai. Il recherchait des femmes seules, qui avaient un grand vide affectif à combler dans leur vie. Et quand une femme se sentait en confiance avec lui et qu'elle lui faisait part de ses sentiments, il savait que c'était le moment de s'attaquer à son portefeuille. Miller n'a toujours aucune preuve que Bailey est impliqué dans la disparition d'Ellen Brack. Mais la situation va changer. Un jour, il reçoit une information sur un autre genre de crime.
Un homme, nommé Tom Burns, devait emmener un cheval de Chicago jusqu'en Floride et le tuer une fois arrivé là-bas pour accomplir une fraude à l'assurance. Il était connu pour être le plus grand tueur de chevaux du circuit. Dans le milieu hippique, tout le monde connaissait Tom Burns, mais personne ne parlait de lui. C'était le type qu'on allait voir quand on voulait se débarrasser d'un problème. On le surnommait le marchand de sable. Avec lui, les chevaux s'endormaient pour toujours. Quand il venait à un concours hippique, on savait qu'un cheval allait mourir ou qu'un harnachement allait disparaître. Il venait pour tuer ou pour voler. En 1991, Tom Burns est arrêté en Floride et accusé d'avoir tué un cheval. Miller vient alors l'interroger, en espérant qu'il sait quelque chose à propos de Richard Bailey et d'Ellen Brack. Tom Burns a raconté comment il était employé par de riches propriétaires pour exécuter les chevaux dont il ne voulait plus. Burns affirme ne rien savoir à propos d'Ellen Brack, mais Miller cherche à comprendre son trafic. Il tuait des chevaux pour le Gotha des sports équestres, les riches propriétaires. Des gens qui possédaient de vastes propriétés et qui achetaient les bêtes les plus chères du marché. Si un cheval ne pouvait plus concourir, alors il devenait un fardeau inutile pour son propriétaire. Il fallait continuer à le nourrir et à payer ses soins. Burns avoue ensuite à Miller le travail qu'il a effectué pour George Lindemann Jr., le fils d'une des plus grosses fortunes des États-Unis. Lindemann est candidat à la sélection olympique américaine. Il monte un cheval de 250 000 $ baptisé Charisma qui lui pose des problèmes. Il n'arrive pas à en faire un gagnant. C'était frustrant et humiliant pour lui. Son cheval se faisait battre par des bêtes 10 fois moins chères. Si un autre cavalier révélait le talent de l'animal, ça signifiait que George Lindemann, lui, n'en avait pas. Donc, plutôt que de le vendre et d'en acheter un autre, il a engagé Tom Burns pour électrocuter le cheval et toucher la prime d'assurance. Le jeune millionnaire perçoit ainsi 250 000 $. Burns raconte à Miller que des dizaines de propriétaires et d'entraîneurs se défont de chevaux médiocres et récupèrent des millions de dollars. La révélation de ces pratiques frauduleuses a permis à Miller de délier les langues. Et tout le monde s'est mis à parler de tout le monde. En termes de morale douteuse, difficile de battre le milieu équestre de Chicago. À chaque fois que Steve Miller soulevait une pierre, il découvrait un nouvel escroc. Mais comment savoir qui disait la vérité? Il fallait faire un tableau pour ne pas se perdre entre tous les informateurs. Le plus important d'entre eux était un marchand de chevaux véreux, Joe Plemons. Joe Plemons est en procès pour escroquerie et risque gros lorsqu'il entend que Miller cherche des informations. Il décide alors de conclure un marché. Il lui révèle qu'il sait pourquoi Ellen Brack a disparu et qui sont les responsables. Joe Plemons, qui est devenu un témoin capital, connaissait très bien Richard Bailey pour avoir fait affaire avec lui. Plemons est un personnage clé pour comprendre cette affaire. Ces révélations allaient peut-être enfin éclaircir le mystère entourant la disparition d'Ellen Brack. Après 3 ans de recherche pour monter un dossier contre Richard Bailey, Steve Miller commence à perdre patience. Il est parvenu à rattacher le malfaiteur à l'héritière disparue, mais ne trouve pas de mobile pour le meurtre. C'est alors que la chance lui sourit. Joe Plemons lui apprend qu'Ellen Brack avait démasqué Bailey et qu'elle voulait le dénoncer à la police. La veuve avait fait les affaires de Richard Bailey. Mais si elle révélait ses manigances, il pouvait tout perdre.
Il avait donc une bonne raison de la tuer. Nous avions des témoins, pas du meurtre en lui-même, mais de tout ce qui a précédé et de son implication. Nous pensons qu'il a payé quelqu'un pour la tuer. Joe Plemons déclare que Richard Bailey lui a proposé 5 000 $ pour la faire taire définitivement. Cette version des faits plaît à Miller, mais Plemons n'est pas le témoin idéal. Plemons a passé sa vie à mentir et à tromper les gens. Avant d'être condamné pour avoir vendu un cheval 75 000 $ alors qu'il l'avait payé 10 000, Plemons a fait des allers-retours en prison pendant près de 20 ans. Bailey assure que Joe Plemons ment et qu'il ne faut pas croire cet escroc. De son côté, Plemons prétend que c'est Bailey le menteur et l'escroc. Mais ils sont de la même espèce. Steve Miller est convaincu que Richard Bailey est impliqué dans la mort d'Ellen Brack. Il sait qu'il peut se montrer sans pitié. Il a fréquenté une femme nommée Linda Holmwood, qui menait une vie d'une grande tristesse. Elle était divorcée et souffrait d'une addiction sévère à l'alcool. Elle n'avait pas d'amis, et Bailey l'a tout de suite repérée comme étant une bonne pigeonne. C'est ainsi qu'il surnommait ses victimes. Elle était émotionnellement et moralement brisée. Et quand un chevalier servant a débarqué dans sa vie, elle a cru que tout allait changer. Mais tout ce que Bailey a fait pour elle, c'est lui offrir du champagne et lui vendre quelques chevaux sans valeur. Une fois ruiné, il l'a rendue à sa solitude. Bailey abuse ses femmes avec un tel sang-froid que je le crois tout à fait capable de prendre part à un meurtre. Après 5 ans d'enquête, Miller a suffisamment de preuves pour lancer une procédure judiciaire. Le puzzle prend forme. Bailey est un escroc en série qui s'en est pris à une figure puissante de Chicago. Et il a été dépassé par les événements. Elle l'a menacé de le dénoncer aux autorités et de le poursuivre en justice. Et un jour, cette personne a disparu comme par enchantement. Miller demande à la Cour de retenir 29 chefs d'accusation, dont ceux d'escroquerie et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Il détaille les crimes commis par Bailey et la famille Jane depuis 20 ans. Et puisque les victimes ont été flouées à plusieurs reprises, Miller accuse également Bailey de racket et considère que le meurtre d'Ellen Brack n'est qu'un élément d'une entreprise criminelle plus vaste. Le 27 juillet 1994, 17 ans après la disparition d'Ellen Brack, Richard Bailey est poursuivi pour avoir commandité l'assassinat d'Ellen Brack. Richard Bailey, the galloping gigolo, has killed his last widow and defrauded his last victim. To silence Helen Brack, Bailey conspired, solicited, and caused her murder. Le jury met également 21 autres personnes en examen, la plupart pour avoir participé à des fraudes à l'assurance. Richard Bailey admet avoir dupé plusieurs femmes, mais pas Ellen, et il assure qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Il doit faire un choix. Laisser le jury décider de son sort concernant les 29 chefs d'accusation ou plaider coupable pour certains, en espérant que le juge prononcera une peine clémente. Le jury pourrait facilement le déclarer coupable, étant donné le nombre de femmes qu'il accuse d'avoir profité d'elle. Bailey prend cet élément en compte. Il accepte de plaider coupable pour 16 chefs d'accusation, mais aucun en rapport avec le meurtre d'Ellen Brack. C'est un choix stratégique pour ne pas avoir à affronter un jury qui peut réagir de façon un peu trop subjective. Il préfère laisser décider un juge. Mais au moment de la sentence, si le juge Milton Shader estime avoir la preuve que Bailey est impliqué dans la disparition d'Ellen Brack, l'accusé pourrait passer le reste de sa vie en prison. Bailey joue gros, mais il est habitué à prendre des risques. L'audience débute le 22 mai 1995.
Le procès fait la une des journaux. Richard Bailey n'est-il qu'un simple escroc ou un meurtrier? Après 17 ans d'attente, le public va peut-être enfin découvrir ce qui est arrivé à Ellen Brack. En 1995, 18 ans après sa disparition, le procureur fédéral inculpe Bailey pour escroquerie et pour avoir commandité le meurtre de la riche héritière. Bailey renonce à comparaître devant un jury populaire, préférant laisser un juge décider de sa sentence. L'arnaqueur patenté se présente devant la cour, convaincu d'échapper à l'accusation de meurtre. Bailey était un homme charismatique. C'est ce sur quoi il avait misé toute sa vie. Certains ont dit, en plaisantant, qu'il fallait évacuer les magistrates de la salle où il finirait par les charmer et les convaincre de l'acquitter. Miller expose au juge le mode opératoire de Bailey. Il apportait du réconfort aux femmes esseulées, allant parfois jusqu'à leur promettre le mariage. Puis il les faisait acquérir de médiocres chevaux de course dans le cadre de partenariats fictifs, empochant ainsi de substantielles commissions. Les victimes finissaient généralement humiliées et sans un sou. Quand on n'hésite pas à avilir son prochain de la sorte, il n'y a qu'un petit pas de plus à faire pour le tuer. Miller affirme que Bailey a procédé de cette façon pour duper Ellen Brack et que lorsqu'elle a ouvert les yeux et menacé de prévenir la police, il l'a fait disparaître. L'avocate de Bailey rétorque que le dossier de Miller ne repose que sur des présomptions. Miller a relié des faits sans véritable rapport, établi de vagues connexions entre Bailey et cette escroquerie aux chevaux de course. Mais il ne disposait d'aucune preuve permettant de l'impliquer dans le meurtre d'Ellen Brack. La défense va jusqu'à avancer qu'Ellen a gagné de l'argent grâce aux chevaux de Bailey. Dans le lot, il y avait de vrais champions, pas que des canassons. Tout cet aspect du dossier du procureur est assez bancal. Par ailleurs, l'avocate souligne que le beau parleur n'a jamais eu recours à la violence par le passé. En cas de difficulté, il laisse toujours faire son charme. Il ne craignait même pas d'être poursuivi. Il comptait sur son bagou pour se sortir de n'importe quel mauvais pas. Mais selon le procureur, Bailey s'est laissé dépasser par les événements. Ellen Brack était la plus fortunée de ses proies et cela aurait fait toute la différence. Madame Brack était une des femmes les plus riches de Chicago et elle savait comment s'y prendre pour que justice lui soit rendue. Elle avait l'intention de s'adresser directement au bureau du procureur et d'user de toute son influence pour faire punir Richard Bailey et ses complices. Joe Plemons déclare que Bailey lui a confié qu'Ellen l'avait percé à jour et qu'il lui a proposé $5 000 pour l'éliminer. Plemons a lui-même été condamné pour escroquerie et son témoignage lui vaut une réduction de peine. Ce sont les témoins les moins fiables, ceux sur lesquels on ne peut pas se reposer. Pour finir, la défense met en avant le comportement suspect de l'intendant d'Ellen, Jack Matlick. Matlick, qui était l'homme à tout faire, a été lourdement pointé du doigt. Matlick a falsifié des chèques de la victime, détruit ses documents personnels et fait refaire la moquette de sa maison. Tout cela dans les quelques semaines suivant sa disparition. Il y avait des choses étranges autour de Jack Matlick. Était-il impliqué dans le meurtre? Honnêtement, je l'ignore. Ce volet de l'enquête est resté assez nébuleux. Il explique à la police avoir déposé Ellen à l'aéroport d'où elle s'est envolée pour la Floride quelques jours après sa sortie de la clinique Mayo. Elle avait prévu d'aller voir les autorités dès son retour de la clinique. C'était l'étape suivante dans son esprit. Elle allait faire mettre Richard Bailey derrière les barreaux. Si elle était supposée se rendre au bureau du procureur ou je ne sais où dès son retour, comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée à l'aéroport? Pourquoi n'y est-elle pas allée immédiatement? Les agissements de l'intendant auraient eu de quoi éveiller les soupçons de n'importe quel jury. Même le juge se demande pourquoi aucune charge n'est retenue contre Jack Matlick. Mais ce n'est pas lui qui est traduit en justice. Hamilton Shedder ne peut s'appuyer que sur les preuves qui lui sont présentées. Ce sont elles qui sont au centre de tout procès et non la vérité.
L'audience de Richard Bailey a été ponctuée d'accusations et de contre-accusations, de spéculations et de questions sans réponse. Au bout de 3 semaines, le juge est prêt à rendre son verdict. Il rédige un rapport de 41 pages pour expliquer sa décision. Le 6 juin 1995, le juge Shader décrète qu'il y a suffisamment de preuves indiquant que Richard Bailey aurait orchestré l'assassinat d'Ellen Brack. Toute sa vie durant, il s'est joué des femmes et de la loi. Il a fini par perdre la partie. Il est condamné à 30 ans de réclusion dans une prison fédérale de moyenne sécurité. Depuis sa cellule, Bailey continue de clamer son innocence. Je ne sais strictement rien de ce qui a pu arriver à Ellen Brack. Si elle pouvait s'extirper de cette tombe, où qu'elle se trouve, je vous garantis qu'elle pendrait Steve Miller sur le champ, sans l'ombre d'un doute. À l'issue des 5 ans d'enquête de Steve Miller, 36 personnes sont accusées de crimes commis dans l'univers des courses hippiques, dont Tom Burns, alias le marchand de sable, Joe Plemons et George Lindemann Jr. Jack Matlick, qui n'a jamais été inculpé dans la disparition d'Ellen Brack, vit désormais à proximité de là où a grandi l'héritière. Et malgré la condamnation de Richard Bailey, le mystère n'est pas élucidé. Il y a toujours des gens pour émettre un avis sur n'importe quel sujet. Et l'affaire Ellen Brack alimente toute une industrie. Pour mettre un point final à cette histoire, il faudrait trouver le corps. C'est une affaire plus compliquée qu'on ne croit. Richard et sa clique n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Tout cela entretient l'aura de mystère qui entoure l'univers hippique. Ellen Brack n'a jamais réapparu. Dans le cimetière de Unionport, sa ville natale dans l'Ohio, se dresse le somptueux mausolée qu'elle avait fait ériger pour marquer le lieu de son repos éternel. Sous ce monument reposent les parents d'Ellen, Frank, son mari, ainsi que ses chiens adorés, Candy et Sugar. Mais la tombe d'Ellen est vide. Son corps n'a jamais été retrouvé. Si la justice a tranché dans l'affaire criminelle la plus troublante de Chicago, ce qui est arrivé à Ellen Brack reste une énigme. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.